Silence on roule supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca. La référence en électromobilité. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. On teste la recharge rapide de la Chevrolet Bolt 2020 et la 2019. La Model 3 a vendu plus de 2 fois ce que son concurrent le plus près a réussi à faire. La Société de transport de Longueuil a reçu son premier midibus 100% électrique. La capitalisation boursière de Tesla atteint plus de 100 milliards de dollars américains. 240 BRCC seront installés dans les Canadian Towers l'année prochaine. Le programme de rabais du gouvernement fédéral a dépensé la moitié des fonds prévus pour 3 ans en seulement 8 mois. Rouler vert avec Stéphane Levert, on parle de la Kia EV 2020. Éric Moras de Laval nous parle des autobus acquis par la Société de transport de Laval. Les réflexions branchées nous parlent de Machiavel. Tout ça et bien plus encore à Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault. C'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon 2 semaines. Écoutez, on a encore une fois, et je me répète là, une émission, je pense, bien chargée et pleine d'informations utiles pour vous aujourd'hui. Avant de tout de suite y aller avec un premier élément un peu spécial de l'épisode de cette semaine, simplement vous rappeler que la meilleure façon d'écouter Silence on roule, c'est de vous abonner et de les recevoir automatiquement sur votre téléphone ou appareil portable ou tablette. Là. Le tout simplement en allant au abonnement.silenceonroule.com. Toute l'information est là, donc que vous ayez un appareil Apple ou encore Android là, qui roule sous Android. Vous allez avoir l'information sur la façon de faire pour vous abonner au podcast. C'est la meilleure façon de l'écouter. Bien sûr, si vous ne faites pas ça, vous pouvez quand même l'écouter via le site web de l'AVEQ ou au www.silenceonroule.com. Tous nos épisodes sont là. On est également disponible sur TuneIn, sur Spotify et toutes les grandes plateformes de diffusion audio numérique. Donc, il n'y a pas de raison de manquer des épisodes. Cette semaine, on va avoir un petit segment un peu spécial. On a fait un test dernièrement, moi et mes collègues François Villot et Yannick Asselin. On a fait le test à savoir si c'est vrai que la Chevrolet Bolt 2020 avait des caractéristiques de recharge rapide améliorées ou en tout cas différentes de celles des versions précédentes. Du moins, c'est ce que affirme GM. Alors, pour en avoir le cœur net, on est parti par un beau samedi avant midi, moi et mes 2 acolytes. Il faisait froid, voire même très froid. On était entre moins 15 et moins 20 degrés. Et on a fait un trajet là de Belleuil, aller jusqu'au Madrid sur l'autoroute 20 là, entre Trois-Rivières et Québec, mettons. Et puis, on est revenu à Belleuil. Donc là, les voitures avaient une autonomie pas mal restreinte, les batteries étaient pas mal vidées et on les a rechargées en même temps. L'idée était de faire un trajet avec des voitures dans les mêmes conditions, même température de batterie, même préconditionnement du véhicule, même niveau de chauffage, même vitesse sur l'autoroute. Donc, quand on a branché les 2 voitures de retour à Belleuil, on avait à peu près là exactement la même température, les mêmes paramètres de batterie. Et l'idée était de voir comment allaient se comporter les 2 véhicules dans de telles situations. Alors, je vous propose d'écouter tout de suite ce que ça a donné par ce beau samedi après-midi froid d'hiver. Oui, GM a annoncé que la Bolt 2020 avait une capacité de recharge en partant froid plus rapide que les anciennes années, là, donc 2017 à 2019. Fait que c'est ça qu'on a testé. On attendait d'avoir une journée qui faisait frette. Il fait frette. Le matin, il faisait moins 20 quand je suis parti de chez nous. Fait qu'on a fait... moi, François, on s'est entendu sur certains paramètres à respecter dans le cas des recharges des véhicules. Là, François va t'expliquer qu'est-ce qu'on a fait en tant que tel, qu'est-ce qu'on s'est entendu. On est parti ce matin à Belleuil. Là, on est rendu au Madrid.
On va donner une petite bourse à François, parce que François n'était pas trop sûr s'il était capable de revenir jusqu'à Belleuil, juste pour être sûr. Fait que là, François va t'expliquer c'est quoi les différences configuration qu'on a faite dans le véhicule là, pour... OK, donc le but, c'était de vraiment faire le test dans des situations, dans une mise en situation qui était similaire, qui était identique entre les deux véhicules. Qu'est-ce que vous avez pris soin de faire avant de partir? Oui, ben comme Yannick disait, on voulait s'assurer d'une journée qui allait faire un bon moins 15, moins 20. Donc, les batteries, on voulait qu'elles soient froides au départ. Donc, on s'est chargé la veille à 100%. Le lendemain matin, ce matin, en fait, on a fait un préchauffage du véhicule avant de partir. On s'est assuré qu'on avait la même pression dans les pneus, qu'on avait le même paramètre au niveau de la température, donc automatique à 21 degrés à l'intérieur du véhicule. On s'est suivi dans le fond à 100 km/h là, sur le régulateur de vitesse de Belleuil au Madrid. Et puis dans le fond, c'est ça, on a chacun mesuré là qu'est-ce qui nous restait de batterie ou à peu près. J'étais près de 50%. Fait qu'on s'est dit, dépendamment des vents pis tout ça, on prendra pas de chance, on va se faire juste une petite recharge de 10-15 minutes ici au Madrid, puis le temps de voir aussi qu'est-ce que ça donne comme différence au niveau de la vitesse de recharge. C'est ça qu'on veut tester aujourd'hui. Mais en même temps, on va pouvoir aussi voir la capacité des deux batteries qui sont un peu différentes. Dans le fond, la mienne qui est à 60 kW, 60 kWh, puis Yannick, la sienne à 2020, c'est 66 kWh. Donc lui, il en avait un petit peu plus que moi. Fait que on s'est fait on se fait une recharge en ce moment d'une quinzaine de minutes. Puis en partant à la recharge, peut-être une minute après, on voyait déjà une différence. Là, il y avait moi j'étais à 48 ampères, puis Yannick sur la 2020 était à 66 ampères. Donc on verra un peu plus tard en repartant. Mais on a hâte d'arriver à Belleuil avec les deux voitures dans les mêmes paramètres, exactement les mêmes paramètres, le même set de pneus. On est même là parce qu'on a les mêmes pneus les mêmes pneus d'hiver sur les deux voitures. Puis après ça, en arrivant à Belleuil, on devrait être autour de entre 0 et 20% de batterie là sur les deux véhicules. Donc on va vraiment pouvoir voir la vitesse de recharge dans des températures très froides sur les deux véhicules. Parfait. Donc, on rembarque notre stock parce qu'on est en train de geler comme des crottes. On s'en retourne à Belleuil, puis on vous démontre qu'est-ce que ça donne comme résultat, les deux batteries pas mal plus vidées qu'on va remplir sur des bornes de recharge rapide. Des constatations tout à fait surprenantes sur les résultats de recharge des deux véhicules. Évidemment, je vais vous laisser l'honneur d'expliquer ce qu'il y en est. En commençant, peut-être nous dire, quand vous êtes arrivé ici, après le voyage entre le Madrid et la station des bières, donc quel était le pourcentage de recharge de votre véhicule? Quels étaient les paramètres avec lesquels on est parti pour les recharges? François? En fait, quand on est parti du Madrid, on s'est assuré d'être autour de 55-56% chacun. Et malgré que Yannick a une batterie qui est 6 kW plus élevée que la mienne, 6 kWh de plus de capacité, on voulait arriver au même pourcentage. Donc, quand on est arrivé ici à Belleuil, on était à 21% chacun. Donc, c'était parfait pour le test. On partait au même pourcentage et puis ça a commencé comme ça. Donc, des paramètres de départ qui étaient identiques. Puis, vous avez branché les voitures, vous avez passé votre carte. Je vous ai vu, vous êtes chronométré. 3, 2, 1, 0. Clunk, on a pesé sur le piton. Quelles ont été les premières constatations au début de la recharge? Dans le cas de la 2020... on a parti l'ampérage. L'ampérage a monté jusqu'à 120 ampères en partant. Après ça, elle a redescendu un tout petit peu. Elle s'est accotée à 100 ampères pour un grand bout de temps. Et jusqu'à peu près 50-55, elle s'est mise à descendre pour arriver à 80%. On va donner le temps après que François ait parlé, là. Mais on voit que la 2020 charge plus vite au départ que la 2019. Oui, parce que toi, ça a parti à 120, ça s'est stabilisé à 100, mais pendant la même période de temps, toi, François, qu'est-ce que ça a donné sur ton véhicule? Moi, je suis parti, j'étais vraiment très bas, là, j'étais à 60, peut-être soixantaine d'ampères, même pas. Et puis, ça a été quand même assez long avant que... on sait que la batterie se réchauffe
en même temps que la recharge se fait. Ça a pris un bon bout de temps avant que ça commence à monter. Fait que je suis resté quand même assez bas. Je dirais peut-être jusqu'à 50-55 %. Puis après ça s'est mis à monter en ampérage. Là. Fait que aller jusqu'à une moitié, peut-être environ de la moitié, nos premiers constats, c'était que c'était pour être évident que la 2020 était pour aller beaucoup plus vite. En tout cas, à tout le moins, c'était évident qu'elle était plus vite au début. 2 fois plus vite au début. C'était complètement 2 fois plus vite au début. À un moment donné, on a fait une vérification, peut-être après 20-25 minutes. Yannick, en termes de kilowattheure absorbé sur son véhicule, elle avait le double de moi. Donc, c'était carrément 2 fois plus vite. Ouais. Et là, à peu près à moitié de recharge, on a commencé à constater des changements. Et peut-être, Yannick, nous expliquer un peu là, quel a été le revirement de situation rendu là. Ben, ce qui s'est passé dans le cas de la 2020, c'est que la charge s'est mise à descendre. Fait que j'ai même terminé la charge qui était à 80 %. Je rentrais 40 ampères. 40, je ne sais plus exactement le montant. 48, ouais. 40 et 50 ampères qu'on a rentré. Fait que ce qu'on a vraiment vu, c'est que la voiture en partant charge plus vite, jusqu'à 50-55. Et à partir de là, elle se met à descendre. OK? Donc, si on regarde versus la 2019, là, François va parler de sa 2019, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la 2020, elle est beaucoup plus profitable de recharger toujours 50-55. Se débrancher pour aller l'autre bord, 50-55, parce qu'à partir de 50-55, la charge se met à descendre. Fait que, ce qui est pas tout à fait la même chose que la 2019. La 2019, là, François va vous en parler, là, c'est vraiment différent, ça, on va voir. Moi, ça m'a surpris parce que je m'attendais à dropper, parce que c'est ça, quand on est arrivé dans le bout de 55, je m'attendais à vraiment dropper. Comme Yannick, dans le fond. On le sait, là, la Bolt, d'habitude, à partir de 55 %, ça se met à descendre. Puis, j'étais rendu autour de 100 ampères. Et ça s'est quand même pas pire maintenu jusqu'à 60-70 %. Là, ça s'est mis à descendre rapidement. Mais j'ai quand même gardé une bonne vitesse par après ça. Donc, ce qui a fait que en bout de ligne, on s'est rejoint. Tu sais, c'est sûr que la vitesse, ça s'est mis à diminuer plus loin que je pensais, mais j'ai quand même j'ai plus profité que Yannick au niveau de la vitesse, plus loin dans mon pourcentage de batterie. Fait que, comme Yannick dit, c'est quand même le zéro, dans mon cas, peut-être 0,65 % que ça a été le plus profitable. Mais dans le cas de Yannick, c'était vraiment là sa vitesse de recharge était vraiment plus rapide dans le 0,55 que moi. Donc, départ canon pour la 2020, clairement. Au début, c'est beaucoup plus vite. La tienne, c'était plus lent. Par contre, par après, la 2020, ça l'a ralenti. La tienne s'est accélérée. Au final, au fil d'arrivée, qu'est-ce qu'on peut dire sur le photo finish? Fait que moi, j'ai rechargé 40,3 kW, OK, qui est rentré dans la batterie pour 1h22 minutes. OK? François, de 21 à 80 % à ce moment-là. Fait que c'est ce que ça m'a donné. C'est à peu près les mêmes choses que j'avais eu la semaine passée avec le test qu'on avait fait avec Daniel Breton. Là, ça m'avait pris 1h20, 1h25 pour passer de 20 à 80. Fait que... Puis dans mon cas, ça a été de 21 à 80 % avec 3 minutes de moins que Yannick. Mais... Donc, tu as été plus vite. J'ai été plus vite, mais, il y a un gros mais, j'ai 37 kW de prix pendant cette période-là, alors que lui en a eu 40, parce qu'il y a une plus grosse batterie. Donc, toute proportion gardée, la différence de vitesse de recharge n'est pas très grande sur l'ensemble, mais le comportement de recharge est différent, ce qui veut dire qu'une 2020 va être très avantageuse pour une recharge qui va être plus rapide au début. Donc, si les gens qui arrivent passablement à décharger une BRCC, s'ils s'en tiennent à se charger jusqu'à 50-55 %, vont aller chercher le maximum, alors que toi, dans ton cas, ben ça prend un petit peu de temps, il faut qu'elle se réchauffe un peu plus avant d'aller chercher ça. Si on faisait une ride de, je dis n'importe quoi, 500 km, puis qu'on se mettait à charger chacun entre 0,55 %, Yannick me réclenchait avec la 2020 en pas long, parce que lui, il est canon dès le départ, alors que moi, ça prend vraiment du temps avant que j'atteigne une vitesse qui est acceptable pour la 2019. Mais sinon, au final, ça revient à peu près au même, malgré que t'as quand même 3 kW de plus que 3 kWh de plus que moi. C'est 10 % à peu près là, de plus qu'il est allé chercher pour sa batterie. Ouais. C'est ça, en gros, à peu près pour la même période de temps, moi je dirais que la voiture recharge à peu près 10 % plus vite. C'est bon? Absolument. Ça fait un bon tour d'horizon, donc une batterie 10 % plus grosse, mais en contrepartie, elle est 10 % plus rapide, ce qui fait qu'au final, François est arrivé premier, mais c'était une question de minutes, là. Il n'y avait pas grande différence entre les deux.
J'allais prendre des photos à chaque 15 minutes des deux bornes avec les pourcentages, l'ampérage et tout ça. Puis même après 20-25 minutes, c'était clair que c'est Yannick qui gagnait. Mais contre toute attente, ça revirait de bord. Mais on s'attendait vraiment pas à ça. Fait qu'effectivement, ta voiture, la 2020, va vraiment être vraiment avantagée dans le 0,55 versus une 2019. Finalement, la 2020, c'est un peu comme le Canadien. Elle joue super bien les deux premières périodes, passer ça à la troisième. L'idée, c'est de faire des games de 2 périodes. On va être excellent. Alors, vous voyez, c'est ça que ça donne. Le test est fait, la preuve est démontrée. Donc, le véhicule, les deux véhicules là, se sont chargés avec des performances somme toute assez équivalentes, par contre avec des patrons de recharge un peu différents. Donc, le véhicule qui était le plus vieux, donc s'est chargé beaucoup plus lentement au début, puis a pris de la vitesse au fil de la recharge, alors que le 2020 est parti en lion, mais s'est essoufflé un peu vers la fin pour arriver là, à quelques minutes près là, au même résultat. Donc, les deux véhicules qui finalement, du moins dans les conditions dans lesquelles nous on a fait le test, s'équivalent assez bien. On fait une courte pause et on vous revient tout de suite avec les actualités dans le monde de l'électromobilité. Volvo a révélé en octobre, lors du lancement du futur multisegment électrique rechargeable XC40, qu'une version électrique de son VUS XC90 pourrait être manufacturée à son usine de Ridgeville, en Caroline du Sud, près de Charleston. Volvo a maintenant confirmé qu'une usine de batterie fera également partie de l'agrandissement de l'usine pour l'adapter à d'autres modèles, incluant le XC90 de sa prochaine génération. Tel qu'indiqué précédemment, l'agrandissement sera complété d'ici la fin 2021 et comptera une deuxième ligne d'assemblage pour le XC90 ainsi que l'assemblage de la batterie lithium-ion pour le XC90 tout électrique. L'usine est actuellement dédiée à la berline S60. Il est difficile de mettre en perspective le nombre d'achats que la Model 3 inspire dans le monde. Mais il y a un point commun que tout le monde devrait avoir réalisé, le Model 3 est dans une classe à part. Le Model 3 est beaucoup plus populaire que n'importe quel véhicule électrique en production aujourd'hui et dans certaines régions du monde, il est beaucoup plus populaire que tout autre véhicule. Les ventes mensuelles, trimestrielles et annuelles du Model 3 par rapport à d'autres véhicules le démontrent clairement. Confirmant la demande inégalée des constructeurs pour la Model 3, les nouvelles données du groupe de recherche EV Volumes indiquent que la Model 3 a vendu presque 2 fois plus de véhicules que le deuxième véhicule électrique le plus vendu sur le marché mondial en 2019. Le véhicule électrique numéro 2 dans le monde est un véhicule chinois vendu uniquement en Chine. Et si vous comparez la Model 3 au VE le plus vendu en Europe et aux États-Unis, la Nissan Leaf, vous réaliserez que le Model 3 a enregistré 4 fois plus de ventes que celui-ci en 2019. Le réseau de transport de Longueuil a récemment reçu son premier autobus électrique de petite taille. Il s'agit du premier midibus 100% électrique qui sera en circulation au Québec. Les midibus sont des autobus électriques de 30 pieds, plus petits que les autobus hybrides qu'utilise actuellement la RTL. Ces petits autobus, qui seront 5 au RTL en 2020, seront plus silencieux et offriront 20 places assises. La capitalisation boursière de Tesla dépasse les 100 milliards de dollars américains. Le cours de l'action a bondi de 5% dans les dernières semaines et a augmenté de façon fulgurante dans les derniers mois, augmentant sa capitalisation boursière à plus de 100 milliards de dollars, déclenchant ainsi le plan de rémunération du PDG Elon Musk. Cela a également permis aux constructeurs automobiles de dépasser la valeur de capitalisation de Volkswagen. Les actionnaires de Tesla ont profité d'un rallye apparemment imparable au cours du mois dernier qui a vu l'action de Tesla pousser vers de nouveaux sommets. L'évaluation de l'entreprise dépasse plusieurs constructeurs automobiles pour devenir le constructeur automobile américain le plus capitalisé. Effectivement, la valeur boursière de Tesla dépasse celle de General Motors et de Daimler Chrysler réunis ensemble. Qui aurait prédit cela il y a 2 ou 3 ans? Canadian Tire renforce sa stratégie d'électrification en s'engageant à installer 240 bornes de recharge rapide avant la fin de l'année.
Le déploiement à l'échelle nationale dans 90 des magasins emblématiques du détaillant en réponse à la hausse de vente de véhicules électriques rejoint une série d'autres initiatives d'infrastructures de recharge de véhicules électriques déjà lancées en 2020. Canadian Tire a annoncé une expansion importante de son réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les magasins partout au Canada, en collaboration avec Flow, Electrify Canada, Tesla et Ressources naturelles Canada. Le géant canadien de la vente de détail s'est engagé à installer 240 bornes de recharge rapide et 55 bornes de recharge niveau 2 dans 90 emplacements de Canadian Tire d'ici 2020. Le Conseil régional de l'environnement de Chaudière-Appalaches est heureux d'obtenir l'appui financier du gouvernement du Québec par l'entremise du Fonds d'appui au rayonnement des régions pour compléter le réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques dans Chaudière-Appalaches. Le projet est l'un des 22 projets retenus par le phare pour la région de la Chaudière-Appalaches. Le gouvernement du Québec a annoncé l'octroi sur 2 ans d'un montant de 266 622 $ pour la réalisation d'un projet et lors de la conférence de presse du 22 janvier dernier. Grâce à ce financement, nous serons en mesure d'appuyer 50 municipalités dans l'installation de bornes de recharge sur leur territoire. Cela va grandement contribuer à la vitalité de nos territoires, affirme Véronique Brochu, la présidente. Le projet vise à assurer la sécurité des électromobilistes et de développer une nouvelle offre touristique tout en réduisant les gaz à effet de serre émis dans le secteur du transport et en incitant les citoyens de Chaudière-Appalaches de prendre le virage vers le véhicule électrique. En collaboration avec les municipalités et l'Association des véhicules électriques du Québec, le comité verra à l'ajout de bornes de recharge rapide de 50 kW et de 50 bornes de niveau 2 à 240 volts en région. Ces ajouts permettront de faire passer le nombre de bornes disponibles à l'extérieur du territoire de la ville de Lévis de 70 à 120. Selon Neil Mathieu, le directeur régional de Chaudière-Appalaches pour l'AVEC, l'ajout d'une borne dans la municipalité permet de rassurer les électromobilistes. Avec ces nouvelles bornes de recharge, la MRC de la région vont devenir plus attrayantes autant pour les touristes, les travailleurs et ceux qui souhaitent s'installer chez nous. GM identifie Hamtramck comme sa première usine à construire uniquement des véhicules électriques. Énumérer toutes les usines automobiles des États-Unis qui produisent uniquement des véhicules électriques, c'est vraiment une question piège car aujourd'hui, il n'y a qu'une et il s'agit de l'usine d'assemblage de Tesla à Fremont en Californie où les 3 modèles de véhicules électriques de l'entreprise y sont construits. Lundi de la semaine passée, GM a annoncé qu'elle planifiait une usine 100% électrique aux États-Unis. L'entreprise dépensera 2,2 milliards de dollars américains pour convertir son usine existante de Détroit Hamtramck afin de construire uniquement des véhicules électriques. GM a déclaré que la compagnie prévoyait y engager 2200 employés contre seulement 900 aujourd'hui. Le ministre des Transports, Marc Garneau, envisage d'élargir le programme de rabais du gouvernement pour l'acquisition de véhicules électriques parce que le programme a déjà englouti près de la moitié des fonds en seulement 8 mois. Le ministre Garneau a lancé ce programme en mai dernier, offrant jusqu'à 5 000 $ de rabais sur le prix d'achat d'un véhicule électrique et hybride neuf dans le but de réduire les différences entre le coût du véhicule électrique et celui des modèles à essence similaires. Ottawa a financé ce programme avec 300 millions de dollars selon le principe du premier arrivé, premier servi au cours des 3 prochaines années. En date du 19 janvier, Transport Canada signale que plus de 134 millions de dollars de rabais ont déjà été accordés à 33 000 Canadiens. À ce rythme, les fonds auront entièrement disparu d'ici la fin de l'année. Il est très encourageant de voir combien de personnes sont sensibilisées et vont de l'avant en achetant un véhicule électrique zéro émission, a déclaré le ministre devant la Chambre des communes lundi après-midi dernier. Même si le gouvernement s'attendait à ce que le programme soit populaire, le cahier d'information préparé par le ministre suite à ses réintégrations au poste de ministre des Transports après les élections fédérales d'automne confirme que le programme a généré plus de ventes que prévu. Selon Transport Canada, les ventes globales de véhicules électriques ont bondi de 32 % après le lancement du programme de remise, comparativement à la même période de l'année précédente. En 2019, les voitures électriques représentaient 3 % de toutes les ventes de véhicules contre 2 en 2018. Roulez vert avec Stéphane Levert. Bonjour à tous et bienvenue à ma 11e chronique. Juste avant de se quitter pour le congé des fêtes, je vous avais parlé que je travaillais sur un projet de chronique que je planifiais faire au retour des fêtes. Donc, le sujet de ma chronique aujourd'hui sera à propos d'un modèle de véhicule électrique que je considère souvent oublié dans les discussions
Lorsque je vois sur les médias sociaux ou sur le forum de l'AVEC les gens en cours de magasinage, il est souvent commun de voir les gens suggérer la Nissan Leaf, la Chevrolet Bolt et plus récemment la Hyundai Kona et la Tesla Model 3 entre autres. Bon, je ne suis pas en train de dire que ces modèles-là sont de mauvaises suggestions, bien au contraire, mais peu de gens pensent immédiatement à la Kia Soul EV. Pourtant, ce modèle est présent sur le marché canadien depuis 2015. J'étais curieux de savoir si c'était justifié que c'était pas une suggestion dans les favoris des gens là, lorsqu'il venait le temps de conseiller et diriger les gens vers un modèle plutôt qu'un autre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien ce modèle, sachez qu'au fil des années, la batterie est passée originalement de 27 kWh à 30 kWh. Et pour l'année modèle 2020, Kia arrive avec une toute nouvelle génération qui offre deux nouveaux choix de capacité de batterie. Premièrement, il y a la version Premium de 40 kWh qui offre une autonomie EPA de 248 km ou une version limitée ou Limited de 64 kWh offrant une autonomie EPA de 383 km. Notez que les deux batteries ont un système de refroidissement au liquide là, pour la gestion thermique. Mais la théorie, c'est les spécifications sur papier, c'est bien beau, mais il n'y a rien comme la conduire pour avoir un vrai feeling d'un véhicule. J'ai donc eu la chance d'être mis en contact avec Frédéric Tremblay, qui est directeur des relations publiques pour l'Est du Canada, pour Kia. Frédéric a gentiment accepté de m'offrir un essai d'1 semaine à bord d'un Kia Soul EV. Donc, j'ai eu à l'essai juste avant Noël, du 17 au 23 décembre. Le modèle d'essai était la version limitée, donc la plus équipée là, qu'on peut avoir. Lorsqu'on m'a remis le véhicule, j'étais le premier, littéralement, à avoir le véhicule. Il était flambant neuf, 58 km à l'odomètre. Au niveau du design extérieur, je comprends que le look peut être polarisant. La forme plutôt carrée peut faire en sorte que certains n'aiment pas ça là, au premier coup d'œil. Mais moi, les modèles hatchback, j'aime bien ça, surtout pour le côté pratique de l'espace de rangement. À bord de l'habitacle, pour le conducteur et le passager en avant, l'espace est assez généreux. Les sièges sont très confortables et la position assise, un petit peu plus haute que dans une voiture, une berline par exemple, offre vraiment une bonne visibilité. Sur le modèle limité, il y a même un toit ouvrant. Avis à ceux qui trouvent que cette caractéristique manque sur d'autres types de modèles là, qui sont actuellement sur le marché là, pour des modèles électriques. À l'arrière, l'espace est un peu moins généreux que par exemple dans la Bolt ou dans la Leaf. Si vous avez des enfants ou des adolescents, du moins, là, qui doivent monter à bord à chaque jour, c'est un aspect à porter attention, là, donc vérifiez ça. Au niveau du coffre, par exemple, j'ai trouvé amplement spacieux. Là, on peut rentrer du Costco là-dedans très facilement. Au niveau de la conduite en tant que telle, j'ai trouvé la Soul très agréable à conduire. Elle offre des bonnes accélérations et une bonne tenue de route. Le cruise control adaptatif, ça fonctionne très bien aussi. Là. Il y a différents types de paramètres là, qu'on peut assigner là, par rapport à la distance qu'on veut garder avec le véhicule devant. Là. Et il y a différents types de paramètres, puis ça fonctionne vraiment très bien. Là. Lorsqu'il y a un véhicule qui s'insère entre le véhicule qui nous précède et nous, là, il s'ajuste très bien là, à la distance. Il y a également un système de maintien de voix qui fonctionne vraiment très bien aussi que j'ai trouvé. Il y a, en plus de ça, un afficheur tête haute de disponible que j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé vraiment bien conçu. Les infos qui nous affichent sur cet écran-là sont vraiment des informations très utiles. Là, c'est bien présenté. Le système d'infodivertissement est aussi très bien pensé, facile à utiliser et répond très bien. Là. C'est très rapide là, comme interface. C'est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Donc, dépendant du type d'appareil que vous avez, c'est compatible. Avec mon appareil à moi, un appareil Android, par contre, contrairement à ma voiture que je possède, le format de l'écran est un petit peu plus large que la résolution native que le téléphone va projeter. C'est pas majeur, mais ça fait que quand que vous utilisez la projection Android Auto, c'est pas l'ensemble de l'écran là, qui est utilisé. Je n'ai par contre pas pu tester les fonctions de l'application UVO sur le téléphone par l'application pour faire les contrôles à distance, comme le préchauffage par exemple, qui sont maintenant disponibles sur les Soul EV, là, qui n'était pas nécessairement le cas dans le passé.
Au niveau de l'autonomie maintenant, c'est certain qu'on est en hiver. Et surtout dans la semaine que j'ai eu à l'essai le véhicule, il faisait vraiment fret. Le véhicule étant neuf, quand que j'ai monté à bord, l'autonomie affichée au début était clairement sur Optimus en affichant, disons, 430 km. Mais ça s'est vraiment rapidement ajusté aux conditions. Là. J'ai vraiment été surpris. L'estimateur s'est montré extrêmement précis au fil des journées là, lorsque ça faisait quelques journées que je conduisais le véhicule. J'ai pas voulu trop risquer descendre trop bas le niveau de charge entre mes journées et voir l'autonomie réelle vraiment là, de 100 à 0 là, à cause du grand froid. Mais je peux dire, sans me tromper, que j'aurais pu faire facilement 300 km, peut-être même 320 en conditions hivernales avec des grands froids. Là, et je suis pas du genre à me priver sur du chauffage. Là. Sincèrement, c'était impressionnant. Là. Probablement que la thermopompe là, qui est à bord là, du véhicule a une grande efficacité dans ce modèle. C'est pas nécessairement le cas dans des grands froids, dans d'autres modèles, mais dans le Soul EV, je dois dire que j'étais impressionné. Je n'ai absolument aucun doute qu'au printemps, les propriétaires de cette version peuvent atteindre 430-450 km d'autonomie sans trop se forcer. Là. Je n'ai pas eu la chance non plus de tester la recharge rapide. Là. C'est sûr qu'en hiver, là, c'est plus difficile d'avoir les capacités maximales là, qu'un certain modèle peut accepter, mais en théorie, le modèle 2020 peut accepter des puissances allant jusqu'à 80 kW là, pendant une certaine plage lors de la recharge. Donc, en résumé, vous devinerez que j'ai vraiment beaucoup aimé mon essai. Là. Je recommande vraiment à ceux qui sont en processus d'achat de considérer sérieusement la Soul EV. Là. Surtout que les stocks semblent maintenant assez disponibles là, si on se fie au site de Kia Canada qui affiche des unités disponibles dans certains concessionnaires. Donc, j'espère que ma chronique essai vous a plu. Je tiens vraiment à remercier Frédéric qui a rendu cet essai possible. D'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route. Ici Jean-François Morin, vous écoutez Silence on roule avec Martin Archambault. Alors, je suis présentement avec M. Éric Moras, qui est conseiller municipal pour la ville de Laval, également président du conseil d'administration de la Société de transport de Laval. Bonjour, M. Moras. Bonjour Martin. On va se tutoyer, t'es d'accord avec ça? Oui, parce que on va faire une petite déclaration d'intérêt. Nous nous connaissons depuis quelques années. Oui, effectivement, on a travaillé ensemble pendant de nombreuses années, moi et Éric. Je dirais avant et au tout début de sa carrière en politique municipale, en fait. Donc, on se connaît bien, donc on n'essaiera pas de jouer, de se donner des titres, là. Hein. On va s'appeler comme on s'est toujours appelé par nos prénoms. Donc, merci d'être venu nous rencontrer aujourd'hui, Éric. C'est super gentil. Ben, ça fait plaisir. Donc, on partageait les bons coups aujourd'hui là, de la ville de Laval en matière d'électromobilité. Excellent. C'est en plein ça que je veux qu'on fasse. Écoute, Éric, j'aimerais ça que tu commences par nous parler un peu de l'origine de ton implication. Donc, toi, tu fais de la politique municipale depuis, 2 ans? Ben, en fait, j'ai été élu en novembre 2017, là, la dernière élection municipale à Laval. Et dès le lendemain de mon élection, le maire de Laval, M. Marc Demers, là, m'a nommé là, membre du conseil d'administration de la Société de transport de Laval. Et j'en suis président maintenant du conseil d'administration depuis septembre 2018. OK. Donc en même temps, tu n'as pas 25 ans d'expérience en politique, mais en même temps, tu viens pas rien que d'arriver la semaine passée. Là, tu commences à être à l'aise dans ton rôle. Exactement, oui. C'est ça. Écoute, la ville de Laval, puis je le sais que toutes les décisions, toutes les politiques qui regardent, que ce soit la mobilité durable ou l'électromobilité, bon, il y a un plan à Laval qui date depuis avant ton arrivée. Je l'ai d'ailleurs feuilleté aujourd'hui, puis je voyais que ça s'est décliné sur plusieurs années, puis que vous avez été assez bullseye dans vos prédictions. Hein? En 2015, on va faire ça. En 2016, on va faire ça. En 2017. Puis vraiment, là, en tout cas, les trucs pour lesquels moi, je suis conscient que ça a eu lieu, c'est arrivé pas mal quand vous l'aviez prévu. Donc, vous avez un plan de match qui est ambitieux, mais qui est assez bien tenu. Donc, tu n'as pas été impliqué dans toutes ces décisions-là parce qu'il y en a qui ont été prises avant, mais quand même, depuis ton arrivée, tu as été très impliqué de par ton poste. Moi, je veux qu'on parle d'un certain nombre de trucs, puis s'il y a d'autres éléments que tu veux ajouter, tu ne te gênes pas.
un programme qui a vraiment frappé l'imaginaire pour les électromobilistes québécois, parce qu'on sait qu'ici, on est les champions de la voiture électrique au Québec. On a un programme de subvention de 8 000 $ du provincial qui date depuis longtemps, maintenant un 5 000 du fédéral. Mais vous, la Ville de Laval, vous avez été la première ville à instaurer vous autres aussi, une subvention à l'achat d'un véhicule électrique qui était une subvention de 2 000 $ qui s'ajoutait à la subvention de 8 000 à l'époque. Donc, un résident lavallois avait le droit à 8 000 plus 2 000. C'était quand même une décision audacieuse. Oui, c'est une décision audacieuse, mais en même temps aussi, c'est que on parlait tantôt que la Ville de Laval avait différents plans, le plan de mobilité durable. Il y a également notre vision urbaine de nature là, qui... Donc, tout ça part d'une vision d'améliorer notre collectivité. Et puis, également notre vision environnementale, de développement durable, de réduire la consommation de nos citoyens, de consommation de gaz à effet de serre. Et nous avons créé une des seules villes au Québec, on a créé un fonds dédié par rapport aux énergies aux énergies vertes. Et également, on a créé un programme de compensation de gaz à effet de serre. C'est quoi un programme de compensation de gaz à effet de serre? En fait, c'est un tarif que l'on impose au futur développement de la ville et qui va dans un fonds. Et ce fonds-là permet de différentes initiatives, dont la subvention qu'on a donnée jusqu'en mai dernier de 2 000 $ sur les véhicules électriques. Mais c'est également aussi, une petite parenthèse, une subvention de 400 $ pour les vélos électriques. Et il y a d'autres mesures également, comme par exemple conversion de chauffage. Mais si on parle d'électromobilité, on parle de vélos électriques et d'automobiles électriques. Donc, c'est un programme qu'on a maintenu jusqu'en mai 2019. Oui, fin était le 30 avril. Oui, exactement, parce que là, on savait qu'il y avait une initiative au fédéral. Mais évidemment, aussi, les finances municipales sont beaucoup moins profondes que les gouvernements supérieurs. Donc, c'était une initiative, puis je pense que ça a créé un impact. Ça a placé Laval, d'une part, sur la carte, puis d'autre part, c'est que ça a permis de vendre davantage de véhicules 100% électriques. Tout à fait. Vous avez livré, si je me fie à la documentation fournie par la Ville, 530 subventions, sachant que c'est des subventions de 2 000 $. Donc, c'est plus d'1 million de dollars qui a été distribué aux citoyens de Laval. C'est quand même c'est colossal. Là. Oui, c'est colossal. Puis en même temps aussi, c'est que tout ce qui est l'électromobilité, il faut envoyer un signal fort à nos citoyens que nous sommes rendus là, puis qu'il faut faire ce virage-là pour le bien-être de nos collectivités. Puis en même temps aussi, c'est que faut envoyer un signal aussi, c'est que nous avons une belle énergie propre d'Hydro-Québec, qui est d'énergie québécoise, au lieu d'importer des énergies fossiles, du diesel ou de l'essence. Ben, ça a un impact également sur l'économie aussi. Et je me permets une question pernicieuse. Le programme est-il vraiment terminé? Est-ce qu'il y a une possibilité de suite, une phase 2, une version? En fait, là, pour l'instant, il est terminé. Pourquoi? Parce que, vous parlez tantôt d'1 million de dollars qui a été investi pour les subventions et évidemment, le fonds qu'on a créé de compensation de gaz à effet de serre n'est pas non plus illimité. Donc, c'est un signal, un coup de barre qu'on voulait donner. Et puis là, maintenant, avec la subvention de jusqu'à 5 000 $ du fédéral, c'est les gouvernements supérieurs vont justement pouvoir soutenir l'achat de véhicules électriques. Là. Tout à fait. L'autre point qui me vient à l'esprit, c'est que quand vous avez lancé ça, évidemment, ça, que ce soit les villes limitrophes ou les autres grandes villes du Québec, parce que quand même Laval est une très, très grande ville en termes de population, mais est-ce que ça pourrait pas donner des idées à d'autres villes? C'est un peu le réflexe qu'on a. Si Laval le fait, d'autres grandes villes comme Montréal, Québec, Sherbrooke, je sais pas, pourraient faire pareil. Oui, en fait, un programme qu'on a créé, de compensation de gaz à effet de serre, c'est dans les compétences municipales. Donc, toute municipalité qui est intéressée pourrait établir ce programme-là. Donc, j'invite toutes les municipalités justement à aller de l'avant avec ce projet-là. Nous, comme je disais tantôt, on a le programme, on a mis fin au programme, non pas parce que c'est plus d'actualité
d'actualité, mais par contre, on voulait justement le compenser différemment nos gaz à effet de serre. Ouais, tout à fait. En tout cas, félicitations. C'était un programme qui a fait jaser, qui a mis vraiment Laval sur la carte en lien avec l'électromobilité. Je pense que ça a été vraiment un beau coup de votre part, puis ça a permis à plusieurs citoyens de faire le tournant vers le véhicule électrique. Écoutez, j'ai participé à plusieurs événements, soit qui étaient organisés par la ville ou par des organismes de votre ville, où on parlait de mobilité durable, de transport actif, de diversification des moyens de transport. Et puis, je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans déjà, on nous disait, vous allez voir à Laval, on a fait des essais il n'y a pas très longtemps avec un autobus électrique, mais on s'en vient avec un plan pour avoir des autobus électriques. Et là, on nous a appris, avant l'été passé, donc depuis août 2019, donc vous avez un plan d'intégrer des flottes de véhicules d'autobus électriques. En fait, vous en aviez déjà une, vous en avez une nouvelle génération qui était acheté, mais encore 9 autres à être livrés en 2020, si je ne me trompe pas. Parlez-nous donc de ce programme-là puis de cette idée-là. Oui, en fait, l'électrification de la flotte d'autobus de la Société de transport de Laval, c'est un long processus. Ça part d'une vision, justement, où on va avoir un impact environnemental, consommer mieux, consommer de l'électricité. Et dès 2008, on a commencé à étudier à la STL les particularités, les technologies en termes de transport. Et en 2012, ça nous a amené à être la première société de transport en Amérique du Nord à avoir un véhicule 100% électrique de pleine longueur, donc 12 mètres ou 40 pieds. Donc, c'est les autobus qu'on retrouve principalement dans la région de Montréal là, pour avoir une référence. Et dès 2012, justement, on était en action pour tester, c'est quoi l'autonomie, comment on peut, c'est quoi les principes de charge, comment on peut gérer la charge, et ainsi de suite, avec un autobus qui avait environ une centaine de kilomètres d'autonomie. Et ça fait en sorte également, parallèlement à ça, qu'il y a eu des études pour savoir, quel genre de technologie électrique, parce que sur le marché, il y a plusieurs technologies dans les autobus électriques. Il y a des technologies à recharge au garage. Et des biberonnage. Oui, exactement. Et des technologies également là, à recharge là, en site, là, en terminus. Là. Donc, à recharge rapide avec des chargeurs par biberonnage, justement. Là. Et donc, suite à ces études-là, on est arrivé à la conclusion que les modèles avec une plus grande autonomie en termes de kilométrage qu'on peut faire avec le véhicule électrique et également, correspondaient plus aux besoins de la Société de transport de Laval. Et donc, recharge au garage, soit la nuit ou en journée là, quand l'autobus est en pause. Et ce qui nous a amené en 2018 à faire un appel d'offres public pour dire, on va envoyer un autre message clair. On parlait tantôt de message aussi. C'est important aussi d'envoyer politiquement des messages. Ah, tout à fait. C'est un point que je vais aborder avec toi tantôt. Fait que je te laisse aller. Oui, exactement. Donc là, on va envoyer un message au Québec pour dire, regardez, là, la Société de transport de Laval est une société de transport qui innove, qui est à l'avant-garde. On y va avec un appel d'offres 10 autobus électriques pour créer à l'horizon de 2020 une ligne 100% électrique à Laval. Donc, on est allé à l'appel d'offres et là, ça crée des jaloux, je vais vous avouer, Martin. Ah oui, parmi les compagnies? Oui, parmi d'autres sociétés de transport. La Société de transport de Montréal a dit, écoutez, vous allez en appel d'offres pour 10 autobus. Nous, à Montréal, on est intéressés. On va embarquer avec 30 autobus. Donc là, ça permet un achat regroupé pour faire diminuer le coût de l'acquisition d'un autobus. Et c'est ce qui fait en sorte que on est allé en appel d'offres. Évidemment, l'appel d'offres était introduit par la Société de transport de Laval. Et en juillet dernier, on a réussi à avoir notre première tête de série de la compagnie là, canadienne New Flyer et d'une autonomie là, opérationnelle de 250 km. 250 km d'autonomie opérationnelle, c'est avec des gens à bord, avec des arrêts. Évidemment, l'autobus est en mesure de faire une centaine de kilomètres de plus à vide. Mais par contre, nos exigences dans l'appel d'offres, c'était une autonomie opérationnelle de 250 km. Pour donner des informations, parce qu'on a des auditeurs qui sont des férus de technologie de véhicules électriques, c'est des autobus, on en a parlé, la compagnie New Flyers, le modèle Excelsior Charge. C'est une autonomie donc de 250 à 340 km à peu près, là,
plein versus vide, puis Ouais. essayer de les meilleures, les moins bonnes conditions. là. En fait, actuellement, on est en train justement de tester l'autobus pour voir là, avec des charges qu'est-ce que ça va donner en réalité. On va le vivre également cet hiver. Donc, pour arriver au début de 2020 à le mettre sur une ligne opérationnelle. Puis après ça, ça c'est le premier, la tête de série, le premier autobus. Pour arriver là, à une livraison là, des 9 autres autobus de notre contrat à l'automne 2020 et déployer notre première ligne électrique. Selon les spécifications techniques là, du manufacturier, l'autobus aurait des batteries de 466 kWh. Pour ceux qui sont un peu moins familiers, disons que sur le marché actuellement, les voitures ont des batteries qui vont jouer généralement entre une trentaine et une soixantaine de kWh. Les très grosses Tesla peuvent aller à 90-100 kWh. Là, on a vraiment une très grosse batterie. Là, on parle de 466 kWh. Il faut comprendre que c'est un autobus, c'est gros, il y a beaucoup de gens à bord, c'est pesant, puis ça doit également avoir une autonomie suffisante pour être capable de faire des trajets. Un fait intéressant, c'est que malgré le poids de ce bloc de batterie, un autobus électrique a seulement 6 % de plus de pesanteur qu'un autobus diesel actuellement. Ouais, il y a beaucoup de... La mécanique diesel, c'est beaucoup de pièces qui sont très lourdes. Évidemment, souvent, on pense aux batteries. Souvent, c'est la répartition du poids qui est différente. Tu sais, dans un véhicule, pour monsieur, madame, tout le monde, souvent, le poids est à l'avant, où est le moteur, la transmission, tout ça. Alors que dans une voiture électrique, le poids, c'est les batteries qui sont situées. Le moteur n'est pas tellement pesant, mais c'est les batteries qui sont situées entre les roues d'en avant et les roues d'en arrière. Donc, il y a un déplacement du poids, ça donne un centre de masse un peu plus équilibré, en fait, qu'un véhicule conventionnel. Dans le cas des autobus, je ne suis pas un spécialiste de la technologie des autobus, mais j'imagine que c'est un peu similaire. En fait, il y a beaucoup de batteries, ils doivent être réparties. Sur les autobus de New Flyer, la plupart des manufacturiers d'autobus, leurs batteries sont sur le toit. Il y a une entreprise qui fabrique des autobus 100% électriques, qui sont sous le plancher, donc entre le sol et le plancher. Mais règle générale, les batteries sont situées sur le toit. Pourquoi? Parce que le même châssis peut servir à différentes motorisations, qu'on parle d'électrique, hybride, diesel, hydrogène, et ainsi de suite, là. D'accord. C'est très intéressant. Je lisais que, évidemment, et ça, c'est des données qui sont importantes, surtout pour la société de transport. Vous autres, vous faites ce move-là. Bon, évidemment, vous l'avez dit tantôt. En fait, tu l'as bien exprimé. C'est un gros statement quand on fait ça. Mais évidemment, en bout de piste, on ne veut pas que ça soit juste un statement. Il faut démontrer la rentabilité et la viabilité de tout ça. C'est des économies en coût énergétique qui sont entre les 40 et 50 % par kilomètre parcouru. Et évidemment, c'est énorme. On sait que les autobus, oui, il y a le salaire du chauffeur, là, mais un véhicule qui est sur la route du matin au soir ou souvent même plus que 12 heures par jour, l'essence ou le diesel coûte une fortune. Donc, couper ça de la moitié, c'est phénoménal. 15 à 20 % de réduction des coûts d'entretien, véhicules électriques, moins d'entretien. Et chacun des autobus évitera 70 à 80 tonnes de gaz à effet de serre par année. Oui, exactement. Donc, là, si on fait x10 là, dans votre cas, donc c'est quoi? Quelque chose comme 800 tonnes de gaz à effet de serre sauvées par année. Oui, c'est ça. Mais nos 10 premiers autobus, c'est le début là, de notre phase d'électrification. Je peux revenir un petit peu là-dessus. C'est que, comme je disais tantôt, depuis 2008 à la STL, on planifie l'électrification de notre flotte d'autobus. 2012, c'est un jalon important avec l'acquisition du premier autobus en Amérique du Nord 100% électrique. Et ça nous amène actuellement, 2020, on va en avoir 10. Et là, actuellement, on voudrait en acheter plus, mais on peut pas parce que, notre garage est pratiquement à pleine capacité. Et là, il faut investir. Là, on va avoir un nouveau... Ça prend de la place. On va investir plusieurs dizaines de millions de dollars d'ici 2024. Notre objectif, c'est d'avoir notre nouveau garage. Actuellement, la STL a une flotte d'environ 330-340 autobus. Et notre nouveau garage va avoir près de 150 places. Et notre nouveau garage, dont on prévoit l'ouverture en 2024, va être dédié à 100% électrique, avec une entrée électrique spécialement conçue. Exactement. Actuellement, c'est la même entrée électrique qu'on va se servir. On va avoir trois chargeurs de 100 kW.
puissance, donc qui va nous permettre justement de charger nos 10 autobus. Mais là, actuellement, notre frein, c'est l'espace et on va avoir à investir davantage là, au cours des prochaines années. Puis en même temps aussi, c'est que nous, notre objectif, c'était 2024 parce que dès 2025, le gouvernement a annoncé qu'il ne subventionnerait plus l'achat d'autobus qui ne sont pas 100% électriques. Tout à fait. Vous avez déjà reçu, vous allez recevoir une aide provinciale et fédérale combinée qui va aller au-delà de 9,6 millions de dollars pour ces autobus-là. Et vous avez, selon, encore une fois, votre documentation, l'intention d'électrifier tout le transport en commun de Laval d'ici 2040. Oui. Donc, c'est un plan ambitieux. C'est un plan ambitieux. Et pourquoi 2040? Ben, en fait, si notre point de départ est 2024, un autobus, la durée de vie utile d'un autobus en moyenne au Québec, c'est de 16 ans. Donc, si on fait le calcul, ben, on arrive en 2024 à 2040. Justement, là, avec ce plan de match qui est ambitieux. Mais on est en avance peut-être au Québec, mais en Europe, ça fait une dizaine d'années là, qu'on roule avec des autobus tout à fait, avec différentes technologies électriques, pas nécessairement du 100% électrique, mais avec différentes technologies hybrides. Le Luxembourg, son plan de match, c'est d'électrifier la ville de Luxembourg. Au Luxembourg, en fait, c'est d'électrifier 2030 parce qu'ils ont commencé il y a 10 ans. Donc, ils sont en avance. L'Europe, je dirais, est en avance par rapport à l'Amérique du Nord. Mais justement, là, au Québec, on est en avance. Ouais. Puis, si on se compare à l'Amérique du Nord, on n'est pas trop en retard. Non, exactement. On est en avance en Amérique. Exactement. En Amérique du Nord, on est en avance. Mais en même temps aussi, comme je disais, là, on va vivre au cours des 4-5 prochaines années énormément de défis par rapport aux infrastructures de recharge de nos garages. Mais après ça, on va pouvoir acheter uniquement du 100% électrique à partir de 2024. Super. Écoute, j'ai quasiment envie de te demander, parce que là, on a focusé beaucoup sur deux trucs qui étaient les subventions qui ont été données pour les voitures électriques à Laval. On a parlé beaucoup des autobus. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives en lien avec l'électrification des transports que la Ville de Laval a sur sa table à dessin ou pour l'instant, puis en même temps, c'est déjà beaucoup, là? Oui, en fait, il y a beaucoup d'initiatives actuellement. Bon, par exemple, l'année dernière, on a lancé, la Ville de Laval était partenaire avec les différents niveaux de gouvernement, avec l'électrification de la flotte de taxis, 28 taxis électriques là, de Coop Taxi Laval, qui ont été lancés l'année dernière. Donc là, on est en train d'analyser l'ensemble des données. Également, notre réseau là, de bornes électriques là, se déploie d'année en année. Là, et également, on est en train actuellement au conseil municipal d'adopter une réglementation pour exiger là, des nouvelles constructions de 5 appartements et plus, donc les tours, les habitations multilogements, les tours de condominium, à construire immédiatement le filage, en fait, les conduits pour accueillir éventuellement des bornes, parce qu'on sait que installer des bornes dans du multilogement qui sont déjà construits, les coûts sont quand même assez importants. Donc, en imposant aux constructeurs d'inclure dès maintenant, par réglementation, les conduits des futures bornes, à ce moment-là, ça va être avantageux autant pour les gens qui construisent que pour les gens qui habitent des immeubles multilogements. Tout à fait. On a suivi le dépôt de ce projet-là. Ça fait pas longtemps d'ailleurs, peut-être 2 semaines, 2-3 semaines? C'est un dépôt de projet, donc c'est en consultation actuellement. Donc, on est la première ville au Québec, pas la première au Canada. Vancouver est un petit peu en avance, mais on est la première ville au Québec à vouloir justement forcer un petit peu la note. Ouais, l'Association des véhicules électriques du Québec a fait beaucoup de représentations au gouvernement dans les dernières années, entre autres sur cet aspect-là, parce qu'on considère que c'est important. Beaucoup de gens sont dans du multilogement, puis l'accès aux infrastructures de recharge devient dans les grandes villes un enjeu. Les gens stationnent dans la rue, peuvent pas avoir toujours de stationnement. Puis quand ils ont un stationnement dans leur multilogement, c'est pas toujours facile de pouvoir s'installer une infrastructure de recharge qui va être que le propriétaire, il faut qu'il accepte. Dans le cas que c'est un multilogement, quand c'est un condo, il faut que l'assemblée de condo soit d'accord. Mais quand tout est passé, tout est filé, puis que c'est facile, c'est d'acheter la borne puis de l'installer, on sait que le code du bâtiment a été modifié là, en avril dernier, justement pour les
maisons unifamiliales, là, d'inclure déjà mais ça n'incluait pas le multilogement, non, malheureusement. Exactement, mais c'est pour ça, justement, on est complémentaires à cette initiative-là. C'est tout à votre honneur. Donc, justement, parce on y croit beaucoup à l'électromobilité à Laval, autant à la Société de transport de Laval qu'à la Ville de Laval. On est actuellement, nos Bixi électriques sont arrivés, donc on va déployer là, à terme 35 sites. Donc, puis je parlais tantôt là, pour conclure, tout ça part d'une vision de développement durable, d'une vision environnementale où l'électromobilité est une des composantes de l'écosystème du développement durable. On parlait tantôt du plan de mobilité durable. Donc, ça s'inscrit dans cette démarche-là, dans cette vision-là, d'améliorer les déplacements, d'améliorer la qualité de vie. Et ça, peu importe le mode, que ce soit à pied, en vélo, en automobile ou en transport en commun. Éric, au tout début de l'entrevue, je t'ai dit, on parlait de l'exemplarité des élus. J'ai dit, je vais te revenir là-dessus. Je termine avec ça, je reviens. Ça serait pas un beau projet, ça, pour Laval, de donner l'exemple, que les élus puissent donner l'exemple en eux-mêmes se déplacer avec des véhicules électriques ou hybrides branchables, ou en tout cas que la flotte de véhicules municipaux tende vers ce type de véhicules-là, autant que faire ça peut. Oui, exactement. Actuellement, on est en train de travailler sur une nouvelle politique d'acquisition des véhicules et justement pour inclure de plus en plus de véhicules électriques. Actuellement, on a, juste par une question de statistique, 14 automobiles hybrides, 3 autos électriques. C'est un début. C'est un début modeste, mais on s'en vient avec justement une politique d'acquisition pour transformer notre flotte de plus en plus en flotte électrique, justement parce qu'il faut montrer l'exemple. Puis une ville également a beaucoup de véhicules sur la route et il faut montrer l'exemple. On arrive avec de nouvelles politiques d'acquisition bientôt. Il y a des programmes très intéressants. Et moi, ici où je demeure, la ville a quelques véhicules électriques. Puis ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que c'est des véhicules de fonction là, qui sont utilisés le jour par, les inspecteurs de la ville quand ils ont à se déplacer et tout ça. Donc, il y a quelques véhicules électriques comme ça. Et le soir et la fin de semaine sont à la disponibilité des citoyens qui, pour des coûts très modestes, peuvent réserver ces véhicules-là, les utiliser dans une optique de se familiariser puis de voir si effectivement c'est un type de véhicule qui correspond à nos besoins. Ça pourrait être une avenue à regarder, surtout pour une belle grande ville comme vous autres. Vous avez sans doute plus de véhicules de fonction qu'on en a ici. Oui, et en fait, là, dans toutes ces initiatives-là, il faut changer aussi de paradigme aussi. Il faut changer nos façons aussi de voir et de gérer nos flottes municipales de véhicules. Et des exemples comme Sainte-Julie, Plessisville également, qui fait le même programme Sauvé. Exactement, là, que le même genre de modèle. Mais on est à l'avant-garde, mais également aussi, Laval peut s'inspirer des meilleurs également. Ben, écoutez, moi, je peux te dire une chose, Éric, c'est que si vous n'êtes pas dans les meilleurs, le meilleur, vous êtes parmi les meilleurs, ça, c'est certain. Je pense que c'est inspirant. Beaucoup de villes pourraient s'inspirer de vous. En tout cas, ça, c'est indéniable. Je veux dire un gros merci, Éric, d'être venu me rencontrer aujourd'hui. Donc, je rappelle que Éric Moras est le conseiller municipal et président du conseil d'administration de la Société de transport de Laval. Merci, Éric. Merci, Martin. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca.
Arleco, servir au-delà de la réparation. Les réflexions branchées de Claude Gauthier. Le novateur a pour ennemi tous ceux que l'ordre ancien favorisait. Il ne trouve que de tièdes défenseurs chez ceux qui favoriseraient l'ordre nouveau. Leur tiédeur vient en partie de la crainte des adversaires qui ont la loi pour eux, et en partie du scepticisme naturel aux hommes. Ils ne croient pas volontiers aux nouveautés, tant qu'ils ne les ont pas touchées du doigt. Alors, la citation que je viens de vous lire a été écrite par Nicolas Machiavel dans le roman Le Prince. Machiavel, qui était un philosophe, penseur humaniste du 14e siècle, donc c'est pas d'hier, pardon. Et ce livre-là nous donne beaucoup de détails sur la façon dont une organisation, que ce soit gouvernementale ou autre, peut garder un pouvoir sur beaucoup de personnes. Donc ici, on parlait de l'implantation d'une nouvelle forme de gouvernement. Vous l'aurez compris, lorsqu'il a écrit ce livre-là, c'était pour le roi, mais en même temps, ça donnait beaucoup d'outils à ceux qui voudraient implanter le changement. Donc, j'ai découvert cette citation par hasard, même si j'adore le livre de Machiavel et que quelquefois je vais le relire encore, en regardant un reportage qui était fait par Denis Arcand en 1981 qui s'appelle « Le confort et l'indifférence ». Vous pourrez aller le voir, c'est sur le site de l'ONF. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette citation, c'est la dernière partie, donc le scepticisme naturel des hommes. Donc, on le voit, tous ceux qui sont bénévoles, qui essaient de faire implanter le changement. On le voit, il y a beaucoup de scepticisme. Et aussi, en même temps, ce qui me motive, c'est qu'on dit qu'ils ne croient pas volontiers aux nouveautés tant qu'ils ne les ont pas touchées du doigt. Donc ici, je trouve que Lavic a eu une idée de génie. Je ne sais pas qui l'a eu au début, mais en tout cas, je tiens à le féliciter. La journée où on a décidé qu'on allait faire des essais de véhicules électriques. C'est ma 3e année où on va faire des essais. On en fait la semaine prochaine. Donc, le conseil d'administration a décidé de venir nous visiter pendant l'activité Saguenay en neige et on va démontrer qu'un véhicule électrique en région où peut-être que le niveau de service des bornes de recharge n'est pas la même chose qu'à Québec ou à Montréal, donc dans les grandes villes, on est quand même capable de se débrouiller, puis je dirais très bien se débrouiller. Comme j'ai dit, c'est ma 3e année où on va faire les essais. Et je l'ai vu l'année dernière, on a fait 3 essais. Normalement, on en faisait un pendant l'été. Et on en a fait 3, un au printemps, ensuite pendant l'été et un peu plus loin en septembre. Et à chaque fois que je vois les gens débarquer du véhicule, je n'ai jamais vu personne sortir du véhicule en étant découragé ou en disant non, c'est pas fait pour moi. Disons que normalement, moi je me tiens aux abords et je suis comme l'expert qui va répondre aux questions. Et chaque fois que les gens viennent me voir, ils sont ébahis comment cette machine-là est aussi perfectionnée, est aussi performante et en même temps, bien sûr, répond à un besoin d'urgence climatique. C'est aussi probablement ce dont je vais vous parler. J'étais en réflexion, ma pensée est toujours sur le changement, comment l'appliquer
comment l'améliorer. Et ça va faire partie de la prochaine chronique. Donc, d'ici là, bons essais à tous ceux qui en font faire et bonne découverte à ceux qui les découvrent. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le 31 janvier, 1er février et 2 février, c'est le Salon automobile de Sherbrooke. C'est au Centre des foires de Sherbrooke, 1600 boulevard du Plateau Saint-Joseph, bien entendu à Sherbrooke. Tel que mentionné par notre ami Claude Gauthier dans sa chronique tout à l'heure, le Saguenay en neige le 1er et le 2 février 2020 de 10h à 16h à la Bibliothèque de Jonquière, 2480 rue Saint-Dominique. Il faut s'inscrire sur Roulon électrique. Il va y avoir des essais, mais également des conférences que moi et mon collègue Daniel Breton donneront sur les 2 journées. Conférence La voiture électrique, un survol électrisant que je donnerai à la bibliothèque de l'Île des Moulins au 855 place de l'Île des Moulins à Terrebonne. C'est le 18 février prochain à 19h. Le 12 mars 2020 à 19h à l'Hôtel de Ville de Repentigny, une autre conférence que je donnerai, La voiture électrique, un survol électrisant. Au plaisir de vous y voir au 435 boulevard d'Iberville. La voiture électrique, est-ce pour vous? Conférence de mon collègue Simon-Pierre Rioux à la bibliothèque Brossard-Georgette-Lepage au 7855 avenue San Francisco à Brossard. C'est le 25 mars à 19h. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence on roule remercie aujourd'hui tous ses collaborateurs, particulièrement François Villot, Yannick Asselin, Stéphane Levert, Claude Gauthier et Éric Moras. Nous remercions également le Garage Arleco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence on roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@silenceonroule.com et les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association doivent être envoyées à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archives au pluriel.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.